Nous revenons donc au cœur de cette journée départementale de la protection de l'enfance à Aurillac, sous l'intitulé Fondement éthique de la protection de l'enfance, quels enjeux et défis pour demain, au cœur du débat du travail social avec François Roche. François Roche, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes avant tout travailleur social, mais aussi coordinateur de la commission éthique et déontologie au Conseil supérieur du travail social. C'est bien ça ? C'est bien ça. Parlons d'éthique et de protection de l'enfance. L'éthique au cœur des pratiques sociales aujourd'hui de protection de l'enfance. Quels en sont les enjeux ? Quelle est votre lecture de la réalité éthique de ce secteur ? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'éthique est une dimension, une démarche, mais qu'on n'interroge pas à froid habituellement. C'est quelque chose qui surgit dans des situations qui sont tragiques. Alors, en protection de l'enfance notamment, on les a vues, ces situations tragiques, c'est-à-dire qu'elles ont été rencontrées lors de meurtres, lors de souffrances, lors d'histoires familiales très très compliquées, et donc elles interpellent pas simplement pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, mais pour savoir quoi penser de situations qui sont extrêmement graves et qui mettent en cause l'humanité, quoi. L'humanité de la personne qui a été tuée ou qui a été abîmée, l'humanité de qui l'a abîmée. Donc, j'insiste bien, les questions éthiques, elles viennent là. Or, l'éthique, c'est le souci de l'autre, comme dit Pierre Verdier, hein. C'est donc la prise en compte de l'autre. Et pour qui intervient, c'est le rôle d'un travailleur social dans des situations difficiles, pour qui est missionné pour protéger l'enfance, hein, dans une mission au nom de la République de protection de l'enfance, quand on rencontre des situations où il y a comme ça des blessures, des morts et des choses qui sont tragiques, on est renvoyé au plus profond de soi, d'abord dans un trouble énorme, le doute. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Quoi penser ? C'est horrible, et sortir de l'affect, de l'émotion, etc., de l'envahissement. Parce que on est responsable d'agir, on a une mission pour agir. Donc là vient la question véritablement éthique qui consiste effectivement à interpeller ses convictions, ses valeurs, les valeurs partagées, celles de la République, celles des intervenants de l'action sociale, et à apprécier la situation et puis finalement après avoir débattu dans sa tête avec d'autres, etc., on y reviendra sans doute, donc prendre une décision qui est une décision d'action, une décision responsable. Et j'insiste toujours, ça commence dans le tragique souvent, hein, dans un vrai choc, et ça se termine par une décision pour agir, pour avancer, parce qu'on croit en l'avenir. Bon, voilà, en gros. Vous avez rapidement associé l'éthique à l'altérité, à l'autre. Ouais. On parle d'enfance, on parle d'abord de l'enfant. Donc ça veut dire écouter l'enfant, ça veut dire prendre en compte ses aspirations, ça veut dire étudier ses représentations, son environnement, à l'heure du vite, de la décision rapide, de la prise en charge rapide. Est-ce que l'écoute est encore aujourd'hui, et le recul, et la distance, et l'analyse avec l'autre encore possible ? Oui, elle est possible, Christophe. Elle est même évidemment obligatoire, mais elle est bradée, terriblement bradée. Alors, je vais raconter un peu dans l'histoire, au fond, de ce qui se passe en protection de l'enfance, comment elle est bradée. Dans ce département, mais comme dans d'autres, hein, il y a des listes d'attente. C'est-à-dire qu'il y a des situations de danger, des situations dramatiques qui ont été prises en compte et même qui ont été jugées. Un juge a dit « il faut agir maintenant ». Eh ben, on n'agit pas maintenant. Parce qu'il faut attendre le feu vert des autorités, la possibilité de prendre en charge et la disponibilité de quelqu'un qui va pouvoir y aller. C'est un premier à-coup par rapport à l'écoute et à la nécessaire réponse. Un deuxième élément qui me frappe et qui est avéré, il est avéré parce que je viens d'avoir encore des témoignages, donc par des évaluations externes, donc par des experts qui sont venus évaluer des services de protection de l'enfance. Je pense à un foyer et à un service d'action éducative en milieu ouvert. Dans les deux cas, il a fait le même constat que, en fait, malgré leur bonne volonté, parce qu'ils ont la bonne volonté, les intervenants, de fait, ils se limitent beaucoup à de premiers motifs d'action qui sont ceux qui ont été donnés par le juge,
hein, pour motiver sa décision, ou par l'administration, l'aide sociale à l'enfance en l'occurrence, pour dire dans quels axes il faudrait commencer à agir, mais pas en fonction du point de vue de l'intéressé. C'est-à-dire que, effectivement, parce qu'il y a des conditions de travail qui surchargent hein, les personnels, parce que les situations familiales sont de plus en plus compliquées et qu'on ne peut pas se permettre d'aller débouler, prendre en compte la situation de quelqu'un sans se soucier de tout la complexité du système familial et du système familial large, eh ben, on a tendance à aller au plus court et à parler de ce qui est évident, le manque, l'acte grave, le délit ou la demande première, mais pas à travailler sur le fond. Et je crois qu'effectivement, de prendre en compte la parole, la loi dit qu'il faut le faire. L'éthique le nécessite absolument, parce que si on veut prendre en compte l'autre, il faut bien qu'il ait pu exister en face de soi. Donc on l'ait écouté, on l'ait laissé s'exprimer, et ben ça on n'en prend pas assez le temps. Et quand on en prend même le temps, je trouve que les professionnels ne s'obligent pas assez à quitter leurs indications, leurs avis, leurs prescriptions, quasiment, pour entendre plus fort les avis, les demandes, voire les prescriptions d'action aussi de l'intéressé. C'est quand même le premier intéressé. Justement, ça fait écho, on parle de l'éthique nécessite vraiment cette question d'altérité. On sait qu'autour de l'enfant, en l'occurrence, et de la situation, il y a une somme de protagonistes multidimensionnels, professionnels, avec des cadres institutionnels qui se croisent ou qui parfois peuvent rentrer en divergence. On nous dit que c'est d'abord la liaison qui est à mettre en avant et que plus on ira vers de la liaison et du partage d'informations, plus les situations seront en qualité prises en compte. La liaison, le partage d'informations à tout prix, vite, pas vite, comment, pourquoi, cette histoire du partage d'informations à tout prix, on a l'impression qu'il y a une espèce de porosité de lecture entre les institutions qui fait que les mondes s'opposent. Alors oui, ça c'est une des choses sur lesquelles j'insiste aujourd'hui, qui est extrêmement importante, c'est que on vit dans une société dite de transparence, qui prétend qu'il faudrait être transparent. Mais alors d'abord, d'un point de vue éthique, je le rappelle, et dans le droit c'est affirmé aussi, s'il y avait à tenir en face à face la liberté de faire savoir quelque chose sur soi, la vie privée, hein, la dignité d'un côté, hein, la vie privée, et d'autre part, la transparence et l'idée d'échanger et que tout puisse être commun, alors il n'y a pas de doute, d'un point de vue juridique et surtout d'un point de vue éthique, la liberté l'emporte. On s'en fout de la transparence, d'abord. Premier point. Donc pour ce qui nous intéresse, c'est très important de bien se rappeler ça. Ce qui est le plus important, c'est l'intimité, la qualité de l'individu, et donc sa liberté, hein, et la protection de sa vie privée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a fait du partage d'informations depuis quelque temps une tarte à la crème. Alors moi, je dis qu'il y a même eu des abus, des glissements qui ont été absolument abusifs, jusqu'à donc une circulaire scélérate qui a parlé de secret partagé. Le secret partagé n'existe pas. Ce qui est essentiel, c'est le partage d'une information pertinente, au bon moment, dans un but qu'on est capable de préciser, dans des effets qu'on est capable de délimiter, et surtout, avec l'accord de l'intéressé. Alors, moi je crois que il faut toujours se rappeler d'une chose, c'est que pour partager une information, il faut s'être posé préalablement un certain nombre de questions. Mais pourquoi diable j'irais partager ça? Avec qui précisément que je ne connais pas un groupe confus dont on ne sait pas bien comment il est composé, ni comment il va diffuser ou pas diffuser l'information au-delà du moment où je vais partager l'information. Dans quel but véritable, hein, parce qu'il y a un but avéré, mais souvent il y a des buts en cascade. En tout cas, il y a des effets en cascade. Il faut que je puisse apprécier les effets en cascade pour lesquels je pense qu'il est nécessaire de partager une information. Et puis, il faut que je sois capable d'expliquer le pourquoi, le comment, les tenants, les aboutissants et surtout les conséquences éventuelles à l'intéressé. Et si, après qu'il ait bien compris de quoi il s'agit, si l'intéressé trouve que ça vaut le coup, trouve que le jeu vaut la chandelle, trouve qu'il faut prendre ce risque, alors je le fais. Si il dit non, ben je ne le fais pas. Le partage d'informations, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, comme un moyen. On partage comme un moyen. C'est un moyen qui doit être interrogé avant d'être employé.
très brièvement, parce que ça pourrait être, à mon avis, une question un peu longue, justement pour revenir là-dessus. On parle de cas complexes. Alors la grande majorité sont des cas complexes, même si on peut les présenter comme ça. Je me pose toujours la question, dans le cadre d'un cas complexe, somme toute, on peut partager l'information avec l'écosystème de la situation, mais à quel moment aujourd'hui le travailleur social peut, dans un contexte autre, ou partager la situation ou éclairer la situation avec un tiers différenciateur dans sa pratique? Alors, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, quand on est entre professionnels du même domaine, alors je prends l'exemple des médecins parce que c'est commun, en tout cas des soignants qui sont au chevet du malade et qui doivent continuer de le faire vivre et puis qui se relayent. Bon, c'est évident qu'il y a un partage d'informations qui est d'abord évident et puis qui se fait techniquement bien parce qu'ils ont en commun des savoirs, une déontologie, un but explicite, la vie de la personne qui est là, tout est clair. La grosse difficulté qu'on a effectivement partagée entre d'autres personnages, et par exemple des enseignants, des travailleurs sociaux, des policiers, des voisins, des parents, etc., c'est qu'ils ont tous des raisons d'être là qui sont différentes. Ils ont des réflexes professionnels tout à fait différents. Pour faire court, et je travaille très bien avec certains policiers et gendarmes, sauf que eux, je veux dire, leur métier est de rechercher systématiquement toute information. Moi, mon métier est de me poser systématiquement la question de pourquoi je devrais savoir ça et qu'est-ce que je vais faire de ça. Donc, on n'a pas les mêmes références. Donc, la difficulté pour échanger entre des personnes et dans des personnes très différentes, des professionnels très différents et dans des lieux hétérogènes, c'est qu'il faut qu'on réussisse à établir des règles du jeu communes et que chacun reste bien dans ses finalités d'action et explicite dans ses buts par rapport à tous ceux qui composent également le groupe qui est présent là. Pour conclure, François Roche, répondons ensemble en une petite minute à cette question. Éthique de la protection de l'enfance, quel principal défi pour demain? Les principaux défis, je pense, de l'éthique pour demain, c'est d'assumer cette mission comme une mission d'abord humaine, où il s'agit de soutenir de jeunes humains dans leur développement, au nom de valeurs humaines et républicaines. Ce n'est pas une affaire de gestion d'un segment de l'action sociale. On n'est pas là pour régler les problèmes une partie des problèmes de la population entre spécialistes. On est là pour partager une mission générale qui est d'aider des jeunes à trouver leur place dans la société. Il se trouve que certains ont été confiés à des intervenants comme les travailleurs sociaux parce qu'à un moment ou à un autre, ils ont eu une difficulté. Cette difficulté est mineure par rapport au projet et au programme. Donc il faut se mettre dans une perspective de préparer leur avenir avec eux. Préparer leur avenir avec eux. Voilà. Merci François Roche.